Je parle le plus grand nombre. Voilà. Eh bien, bienvenue à ce 45e Café Génial. Aujourd'hui, on est sur le sujet donc, du photovoltaïque, biodiversité et espace naturel. On avait déjà réalisé un Café Gène sur ce sujet l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, mais on n'avait pas encore énormément de données. Donc, on a essayé aujourd'hui de trouver plusieurs intervenants pour vous apporter pas mal de connaissances et puis ensuite répondre à vos questions. Donc, 3 intervenants aujourd'hui qui ne sont pas des gestionnaires. On est sur un format un petit peu différent de d'habitude. Nous sommes avec Bertrand Schatz qui nous fera un retour d'expérience CNPN sur l'évaluation des dossiers et un petit tour d'horizon sur les résultats scientifiques que l'on a sur le photovoltaïque et notamment un peu l'impact sur la fonctionnalité des systèmes, si je ne me trompe pas, Bertrand. Oui, On aura un retour sur le point de vue de la MRAE Occitanie avec Annie Vu et sur le point de vue du CSRPN, du coup, ensuite, avec Magali. Ce qu'on vous propose, c'est donc de faire les interventions, donc à chaque fois une dizaine, quinzaine de minutes, suivies de quelques questions, et puis on gardera un temps à la fin global pour des questions sur un petit peu l'ensemble des présentations. Au vu du nombre, on ne va pas faire de tour d'écran aujourd'hui, mais voilà, je vous demanderai de vous présenter en début de questions si vous posez des questions. Le chat est ouvert, mais bien évidemment, les questions à l'oral sont encore plus bienvenues et plus conviviales. Donc, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que... Bah, écoutez, pas plus, hein. Je vais du coup inviter Bertrand à partager son écran et à se présenter et à débuter la présentation. C'est à toi, Bertrand. alors, c'est bon, C'est en cours. C'est bon. super, Alors, il y a un petit rectangle noir en haut. Ah non, c'est bon. c'est bon, ok. Eh ben, bonjour à tout le monde, ravi de participer cette matinée. Donc, moi, je suis chercheur CNRS au CEF à Montpellier. Je suis responsable d'un réseau Pollineco là, sur la pollinisation donc à l'échelle nationale, donc tous les chercheurs sur l'écologie de la pollinisation. Et je suis aussi membre donc du CNPN depuis 2017 et membre de la MRAE depuis 2 ans. Voilà. Et donc je encadre actuellement une thèse là sur l'impact du photovoltaïque sur la biodiversité. Donc on a visité une trentaine de parcs PV en PACA et dans les Landes. Et donc là, je trouve que cette image, elle illustre un peu notre problème, c'est-à-dire que là, on est dans une prairie en PACA et qui a été installée depuis 5 ans. Et en 5 ans, on voit l'impact sur la biodiversité en général. Donc, je vais vous présenter d'abord le point de vue, enfin, un retour d'expérience des évaluations de dossiers photovoltaïques en CNPN. Je suis plutôt spécialisé en région méditerranéenne et en dossier PV au CNPN, avec plutôt des groupes autour des insectes, des plantes, mais du coup avec un point de vue général sur la séquence. Donc, on commence par les trois conditions. Et là, je fais un peu un retour, les points saillants sur chacun des points d'étape de l'analyse d'un dossier. Donc, sur la RIPM, bah, en général, c'est OK, surtout avec la loi d'accélération des ENR. Mais on a eu quelques cas où les bureaux d'études interagissent bah, parfois beaucoup avec les communes et parfois aident les communes ou orientent les communes à définir les zones d'accélération des ENR, ce qui pose des problèmes de conflit d'intérêts. La deuxième condition, c'est celle qui pose souvent le plus de problèmes, celle de la démonstration de la solution satisfaisante de moindre impact euh, ou l'absence de solution alternative de moindre impact. Donc, en fait, ce qu'on attend dans les dossiers, c'est d'abord une présentation de plusieurs solutions alternatives à différents emplacements. Donc, ça, c'est important, différents emplacements, avec une réelle démonstration du moindre impact sur la base d'une solution multicritère. Euh, et souvent, on l'a rencontré en courrier en MRE, on a le problème de l'argument de pas assez de surface. C'est-à-dire que, par exemple, ils établissent la surface du parc à 20 hectares, ils présentent différents emplacements, et puis au final, l'emplacement qu'ils choisissent, ils réduisent et ils arrivent à 10 hectares. Sauf
puis on a souvent des solutions alternatives qui sont à défaire valoir. Et alors, ce qui est pas inscrit dans le code de l'environnement, mais ce qu'on présuppose, c'est que les solutions, elles sont faisables techniquement et qu'elles sont de surface équivalente dans le cas du PV. Mais c'est pas inscrit dans la loi, donc c'est juste un attendu. Et la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a choisi l'emplacement, alors on fait l'optimisation surfacique pour éviter les enjeux principaux. Et on ne fait pas que la deuxième étape, on voit souvent que la deuxième étape. Voilà. Il y a le problème de l'agrivoltaïque qui court-circuite un peu cette première étape parce que finalement, il n'y a pas de différentes solutions, c'est l'agriculteur qui définit l'emplacement. Donc ça court-circuite tout ça. Et puis, il y a souvent un non-respect du SRADET qui implique qu'il faut privilégier des sites anthropisés dégradés. Le maintien d'état de conservation des espèces impactées, c'est généralement OK, mais bon, on s'interroge quand même. Il y a un grignotage progressif de plusieurs espèces, notamment sur les chiroptères, notamment dans la noctule commune, ou sur des rapaces. Et puis, parfois, il y a des espèces qui sont vraiment très menacées. Et donc là, il y a un peu une notion d'irremplaçabilité de l'espèce à cet endroit-là. Alors, si on continue sur les inventaires, alors il y a plusieurs soucis. Il y a souvent des petits bureaux d'études qui recensent tous les groupes en un passage. Donc, forcément, ils ont oublié des choses. Et puis, ils sont plus ou moins compétents sur certains groupes. Ils ont des groupes préférés. Il y a des problèmes d'inventaire uniquement sur les chemins. Donc, ils ont 20 hectares, mais ils vont que sur les chemins des 20 hectares, donc ils ne vont pas partout. Ce qui est souhaitable, c'est qu'ils laissent tourner leur GPS et qu'on voit leur zone de prospection pour bien montrer qu'ils ont été partout. Des problèmes d'inventaire inadaptés. Il y a encore des bureaux d'études qui cherchent des chiroptères de jour, où on a vu des dossiers qui font la flore le 2 et le 3 janvier. Voilà, des problèmes de groupe oubliés. On oublie souvent les poissons, les mollusques, les micro-mammifères. Il y a des micro-mammifères protégés. Et bientôt, là, on est en train, avec le ministère, de réviser les protections nationales. Et bientôt, ça arrivera en régional. Donc, normalement, en mars, on aurait proposé au ministère des listes de protection d'espèces sur la bryoflore, sur les algues, sur les champignons, les lichens. Voilà. Et puis, il y a toujours ce problème des PNA oubliés. On oublie souvent les PNA sans périmètre. Et puis, il y a des PNA avec peu d'espèces protégées comme messicoles, pollinisateurs. Au niveau de l'évitement, il faut toujours rappeler que l'évitement, ça suppose l'évitement complet de l'impact par groupe taxonomique, sinon c'est de la réduction. Et puis, globalement, sur le photovoltaïque, l'évitement, il est contre-intuitif, puisqu'il y a une loi d'accélération du photovoltaïque, enfin, des ENR, donc le photovoltaïque. Donc, on ne va pas s'amuser à réduire la surface qu'on propose. Au niveau de la réduction, c'est souvent des mesures classiques. Il y a peu de mesures sur les particularités du projet ou les espèces particulières sur le site. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer à ajouter des mesures dédiées à ces espèces. On observe souvent une absence de prise en compte des pertes de niveau, de zones de chasse et parfois de reproduction. Donc, ça doit être considéré dans la réduction. Le problème de confusion de surface des plans d'eau avec les surfaces PV pour donc tout ce qu'on appelle les espèces polarotactiques, donc les espèces, les chiroptères, les martinets, les hirondelles qui viennent boire à la surface de l'eau, et puis les odonates qui, eux, viennent pondre à la surface des parcs photovoltaïques, du coup. Donc là, il y a des solutions, soit en rendant plus mat les panneaux, soit avec des bandes blanches entre les panneaux qui permettent de réduire beaucoup la mortalité. Et puis toujours, il faut veiller à ce respect du décret sur l'artificialisation, donc notamment sur la fameuse hauteur à 1,10 m des panneaux. On continue donc sur l'évaluation des impacts résiduels. Donc, il y a globalement une tendance à la sous-évaluation pour avoir moins compensé. Et parfois, on voit encore des évaluations par groupe d'espèces, alors qu'en fait, il faut les évaluer par espèce ou par habitat ou par fonction. Il y a une non prise en compte des impacts cumulés, des impacts indirects et des impacts permanents. C'est pas pareil si on a un impact permanent, si on trace une route. Là, dans le cas d'un parc photovoltaïque, c'est plutôt des impacts qu'on va considérer comme temporaires. Il n'y a pas de prise en compte des PNA, il n'y a pas de surprise en compte des espèces à PNA qui devraient augmenter l'impact résiduel.
Au niveau de la compensation, bah déjà, il y a des problèmes dans le calcul du besoin de compensation. Faut éviter la méthode miroir, mais c'est souvent, alors, soit c'est pas expliqué du tout, soit c'est vraiment une tendance à la baisse. Et puis, bah, évidemment, il y a un énorme problème dans l'efficacité des mesures de compensation. Là, si vous souhaitez, il y a une soutenance de thèse de Soumaya le 12 décembre. C'est en lien visio, donc c'est sur les mesures de compensation liées à la ligne LGV entre Nîmes et Montpellier. Elle montre par exemple que sur les 300 hibernaculums dédiés aux lézards osselets, il n'y en a que deux qui sont occupés par le lézard osselet. Donc ça veut dire que c'est une mesure qui ne marche pas, qui est vraiment pas du tout efficace. Et il y a aussi des résultats sur le DICNEM et sur l'OUTAR. Voilà, il y a trop peu d'évaluation des gains. En fait, on propose souvent des sites de compensation qui sont déjà riches et en fait, on a un manque de retour d'expérience sur l'action d'une opération de compensation et donc ce qui rend difficile l'évaluation des gains. L'idéal serait qu'il puisse y avoir des mesures correctives euh, pour chaque mesure. Si elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Si l'écologue, qui est souvent affecté au suivi, constate que ça ne marche pas, comment on réagit? Et souvent, en termes de budget, ben, c'est bloqué. Une fois que le projet est installé, on ne peut plus avoir de financement de mesures correctives. C'est quand même bien de le prévoir, il faut le demander. Bon, il y a de plus en plus une garantie, une absence de garantie de la maîtrise foncière. Bon, il y a le réflexe de on va faire une ERE où je vous assure, le propriétaire est d'accord. Voilà. Donc là, il faut vraiment avoir cette garantie. Il y a souvent un manque d'ambition. Là, ce qui nous frappe, c'est d'avoir 20 nids quand il y a 20 oiseaux d'une espèce qui sont impactés. On sait que les nids ne sont pas toujours occupés. On est sur un quart, un tiers, même pas, de nids occupés. Et puis, sur des chauves-souris ou des oiseaux, bah, il faut proposer différentes configurations de nids euh, pour accueillir bah, les espèces qui sont impactées, des petits, des gros nids, des petits trous, des plus gros trous, voilà, des trous différents. Il y a des espèces impactées qui sont oubliées, donc il faut bien regarder dans les impacts résiduels si toutes les espèces qui sont impactées font bien l'objet d'une mesure de compensation. Euh, Et je vais en parler après, il y a un oubli quasi total des fonctions écologiques, alors que c'est dans le code de l'environnement. Voilà. Et sur l'accompagnement, les mesures d'accompagnement de suivi, j'ai eu l'occasion d'encadrer une thèse sur les translocations végétales. Il y a des articles qui montrent que c'est mal préparé, par exemple, mais on a très peu d'informations sur la profondeur des racines des plantes, et donc bien souvent, la terre est prise pas assez profond. C'est souvent mal conçu et c'est mal suivi. Par exemple, alors de tête, je crois que c'est au bout de 10 ans, on n'a plus que 10% des projets enfin des mesures de suivi de translocation qui sont suivies, alors que normalement, il y a un engagement sur 30 ans, 20 ou 30 ans. Voilà. Et il y a trop peu de soutien à la recherche, notamment sur les gros projets. Alors maintenant, je prends ma casquette de chercheur et je vous présente quelques résultats sur les résultats scientifiques sur le photovoltaïque. Alors déjà, il y a une autosaisine du CNPN sur le photovoltaïque. Donc c'est une mine d'informations, c'est un peu une revue biblio de tout ce qu'on mobilise en avis CNPN. Donc si vous tapez autosaisine photovoltaïque CNPN sur Internet, vous arrivez sur le document d'autosaisine. Je crois qu'il fait plus ou moins 90 pages. Et donc espèce par espèce ou par groupe d'espèces, vous avez des informations sur les impacts connus. Il y a énormément de groupes qui sont impactés. Il y a l'article de Brian Padilla sur les sites de compensation, donc qui sont dans la grande majorité déjà riches, et donc il y a vraiment trop peu de gains de biodiversité qui est attendu. Donc c'est pas satisfaisant en termes de choix de sites de compensation. Il y a l'observatoire aussi des ENR, donc qui existe depuis pas si longtemps que ça, mais qui a un centre de ressources scientifiques. Et donc, euh, il y a le site internet là, et il y a donc différentes rubriques. Et vous voyez, la première rubrique, c'est de l'état des lieux des connaissances scientifiques, mais il y a aussi des différents rapports, différentes ressources qui vous permettent d'avoir des points sur l'impact par groupe d'espèces. Je fais la pub pour un article qu'on a
qu'on a publié, c'est sur le fait de montrer des évidences de l'impact des panneaux sur la biodiversité. En gros, les panneaux, c'est une grosse expérience d'exclusion de lumière et d'eau, donc qui sont quand même deux éléments clés pour les plantes et le sol et tout ce qui va, toutes les chaînes trophiques qui vont derrière. Donc, ça impacte évidemment différents groupes taxonomiques, mais ça aussi impacte différentes composantes de biodiversité. Sur la figure à droite, là, vous pouvez voir que ça impacte sur le comportement, la survie, la composition des communautés, la croissance, la reproduction, la distribution, voilà, et j'en passe. Euh, le truc, c'est qu'en fonction des articles, ces impacts, ils varient beaucoup selon la hauteur des panneaux. C'est encore un- un- une caractéristique des parcs qui est encore trop peu étudiée. On a lancé des demandes de financement là-dessus, mais voilà, on n'a pas assez d'informations. Il y a aussi des impacts en fonction ça varie aussi en fonction de la largeur des rangs de panneaux. Alors ça, il y a une image après. En fait, il y a souvent des largeurs de rangs qui sont parfois jusqu'à 5-6 mètres, mais ça dépend aussi si les panneaux ils sont espacés. S'il y a un petit espace entre ces panneaux qui permet l'écoulement de l'eau et qui permet d'avoir de l'eau quand il pleut sous les panneaux. Et d'ailleurs, si c'est des trackers, c'est bien de demander que les trackers ils soient en position plus ou moins verticale quand il pleut. En général, quand il pleut, il n'y a pas trop de soleil, donc pas trop d'électricité. Et ça permet de compenser de réduire en fait l'effet d'exclusion de pluie sous les panneaux. Il y a aussi des effets selon la taille du panneau, si c'est la taille du parc, pardon. Si c'est un grand parc, il y a plus d'effets, il n'y a quasiment plus rien au centre. Alors que si c'est un petit parc, c'est moins impactant et c'est aussi moins impactant s'il continue à y avoir comment, des haies ou des alignements d'arbres. Et puis, bien sûr, ça varie aussi selon l'habitat initial où a été construit le parc. Et sur cette revue-là, je crois que c'est plus de 400 articles scientifiques. En fait, ce qu'on observe, ça nous permet de voir quels sont les groupes qui ont été étudiés et comment ils ont été étudiés. Donc, les plus étudiés, c'est les plantes, suivies par les arthropodes. Et on voit que finalement, les oiseaux, les chauves-souris ne sont pas autant étudiés que ça. Il y a quelques articles, mais pas autant. Et c'est souvent sur l'abondance des espèces, sur la composition des communautés, ou voilà, sur la présence des espèces, quoi. Et parfois l'impact de la gestion du parc. Voilà. Et pour finir, je fais un petit focus sur l'oubli des fonctions écologiques en prenant le cas de la pollinisation, mais ça peut être aussi des fonctions liées au sol, ça peut être Alors, sur les fonctions, le problème, c'est il y a des listes officielles de services écosystémiques, notamment dans les rapports de l'EFES, mais il n'y a pas de publication du gouvernement ou il n'y a pas de publication scientifique qui font une liste claire des fonctions écologiques. Par exemple, on se demande si la résistance aux espèces invasives, c'est une fonction écologique. On se demande si la contribution aux chaînes trophiques, c'est une fonction écologique. Bref. Donc, ce que dit le Code de l'environnement, c'est le texte que vous connaissez par cœur en dessous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir donc, les trois éléments de biodiversité qui font l'objet de la séquence versée, les espèces, les habitats naturels. Ça, OK, on voit ça. Quoique des fois, c'est moyen sur les habitats naturels. Mais le troisième élément, c'est les fonctions écologiques. Et dans les dossiers, on le voit quasiment jamais. Et de la bouche de bureaux d'études, ils savent très bien qu'il faudrait qu'ils fassent sur les fonctions écologiques. Mais à défaut, ils font sur la connexion écologique, les connectivités, les haies, enfin voilà, tout ce qui fait de la connexion. Et ils savent très bien qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode, de protocole pour mesurer ces fonctions. Donc là, je prends juste le cas de la pollinisation. En fait, donc voilà, donc c'est le programme REMEN. On a étudié 10 parcs en PACA, 10 parcs dans les Landes. Il y en a 5 qui étaient, dans chaque région, il y en a 5 qui étaient en pâturage, 5 en fauchage. Euh, voilà. Et ce qu'on a observé, c'est juste des morphogroupes de pollinisateurs. Donc, il s'agissait de comparer d'identifier des abeilles, des bourdons, des petites abeilles, grandes abeilles, des papillons, des cirques, voilà. Donc, des choses très simples que tout le monde peut faire. Et on peut réduire si les morphogroupes en fonction de la compétence. Le truc, c'est de compter le nombre d'interactions entre ces morphogroupes de pollinisateurs et les plantes qu'en général on sait identifier. Les résultats ils sont assez édifiants.
Et encore là, on a comparé ce qu'on appelle en dehors des panneaux, c'est à l'intérieur du parc, donc à l'intérieur, donc avec la limite, le grillage comme limite. Et donc là, on se met en zone en dehors de panneaux. Alors parfois, il y a des zones un peu refuge à l'intérieur des parcs. Donc là, on a pris ça comme témoin et, euh, et on a comparé à ce qui se passe en interrang et sous panneau. Et donc, on a des très fortes réductions en interrang. Enfin, on a des fortes réductions en interrang et on a des très fortes réductions sous panneau, avec des variations en fonction du type de gestion de l'environnement et en fonction des régions. Donc, ça a été publié, on peut le citer. Donc, notre question, c'était est-ce que le déploiement des parcs solaires constitue une nouvelle menace pour les pollinisateurs? La réponse est oui. Donc, avec une perte globale moyennée entre les deux régions sur les 20 parcs, qui est de moins 86% d'interactions plantes-pollinisateurs sous les panneaux, plus une perte de 41% des interactions en interrang. Donc là, en fait, on propose que le proxy de la fonction écologique de pollinisation soit le nombre d'interactions plantes-pollinisateurs. Et une question subsidiaire, est-ce que le mode de gestion pâturage-fauchage influence cet impact? Oui, mais avec des effets à la marge du mode de gestion et avec des variations régionales. Donc en fait, il y a des réflexions en cours pour établir des proxys, des estimateurs des fonctions écologiques, notamment sur la pollinisation, mais aussi sur d'autres, sur les fonctions liées au sol, et une réflexion pour calculer le besoin de compensation. Alors, dans ce cas particulier, c'est pas la peine d'ajouter des insectes, c'est pas la peine d'ajouter des ruches. Pourquoi? Les hôtels à insectes, c'est un risque d'espèces invasives. Si on ne nettoie pas tous les ans, c'est aussi un risque de pathogène, donc c'est un piège à insectes. Et globalement, bah, les parcs sont pas attractifs pour les insectes, donc c'est pas un lieu d'éducation en environnement. Ça sert à rien en fait de mettre des hôtels à insectes et mettre des ruches. Bah, ce que je dis tout le temps, c'est que quand les oiseaux déclinent, on met pas des poules pour compenser. Donc c'est pareil pour les pollinisateurs, on met pas une espèce domestique pour compenser des milliers d'espèces sauvages. Donc voilà, c'est pas des solutions. Alors à noter qu'ici, dans le cadre du plan pollinisateur où je suis également impliqué, dans le cadre de l'axe 3, il y a eu le CEREMA qui a rédigé des fiches sur PLU et pollinisation et sur ERC et pollinisation. Donc c'est des fiches un peu pour guider voilà, les aménageurs sur cette question-là. Sur ces photos-là, ce qui est intéressant, c'est la troisième image, celle qui est tout en bas. On voit que là, il y a une bande verte sous les panneaux et ça correspond à une zone d'écoulement de l'eau. Et là, on voit très bien la différence. Donc, quand il y a de l'écoulement d'eau, bah, il y a plus de verdure. Alors, évidemment, on est quand même sous les panneaux, hein, mais ça compense un peu. Voilà, donc juste en conclusion, est-ce qu'on va vers des parcs écovoltaïques, c'est-à-dire vers des parcs éco-friendly, vers des parcs qui respectent la biodiversité? Donc on est dans une période de changement global, donc l'Anthropocène, où il y a un déclin massif, mais où les pays ont décidé d'accélérer le déploiement des ENR. On est aussi dans une période d'augmentation croissante des publications scientifiques. On a l'impression que les aménageurs se dépêchent avant qu'il y ait des contraintes scientifiques, et donc il y a un besoin de déployer des parcs un peu de seconde génération, quoi, qui seraient plus éco-friendly. Voilà, et donc bah, les chercheurs en écologie ont un rôle puisqu'ils doivent tester des modalités de différentes techniques pour d'écologie de la restauration ou de la compensation, en collaboration avec les parties prenantes, les bureaux d'études, toutes les structures chargées d'instruction des dossiers. Voilà, et donc globalement, on trouve qu'on a un besoin de construire un retour d'expérience. Il y a assez peu de retours d'expérience pour savoir vers quelle trajectoire on va quand on fait de la compensation notamment. Et là, en fait, les images à côté ont pour but de montrer qu'avant, on avait une conception assez naturelle, assez de la biodiversité sur la Terre, et maintenant, on va vers une conception un peu plus anthropocentrée, où il y a tout un tas d'aménagements humains, voilà, dont les parcs photovoltaïques. Voilà, n'hésitez pas à me questionner, même après cette séance, voilà mon mail, et je peux vous indiquer des publications scientifiques. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation, Bertrand. Effectivement, je mettrai les coordonnées des intervenants dans le mail, comme d'habitude, pour prolonger les échanges Ouais. si besoin en suivant. Bah, c'est super intéressant, effectivement. C'est ce qui manquait un peu la dernière fois, vraiment des appuis scientifiques sur bah, l'impact sur la biodiversité. Je pense que c'est ce dont étaient en attente aussi les gestionnaires. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à rallumer votre caméra
on prend un petit temps pour les questions avant d'enchaîner. Oui, François-Xavier? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à Bertrand en particulier. Euh, je vais je vais venir sur la dernière diapo. Est-ce qu'il y Ouais. a aujourd'hui au moins un exemple de réflexion vers un parc éco-voltaïque? Est-ce qu'il y aurait un bon élève de la classe, au moins un, quelque part? Au moins un. Sur les oiseaux, on est très déçus. Sur les reptiles, on est très déçus. On sait que les mares, pour qu'elles tiennent l'eau, ça marche pas bien. En fait, ce qui est frustrant, c'est que on saurait le faire si on se donnait la peine de financer un petit peu le fait de tester l'efficacité des actions de compensation. Par D'accord. exemple, je prends le cas que je connais là sur la pollinisation, on sait créer des bandes fleuries, on sait planter des arbustes, des tarifères, etc. Mais on le fait pas. J'ai rencontré des bureaux d'études qui me disaient oui, oui, il y a un engagement dans l'arrêté préfectoral de réensemencer, mais la personne chez nous dans le BE qui devait le faire n'est pas là, il n'a pas pris son poste, donc on le fait pas. Donc je ne saurais même pas vous dire un bon élève de la classe, peut-être sur le grillage, c'est un peu moins pire. Mais c'est peu, c'est Ouais, très peu. parce que, enfin, oui, une de mes questions corollaires, ça serait est-ce que pour le porteur de projet, c'est un surcoût substantiel d'aller vers ça, ou est-ce qu'en le raisonnant finalement très en amont, il y a des moyens de ne pas faire exploser son... Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que, on a actuellement un contrat avec l'OFB et bientôt avec l'ADEME pour rédiger un guide national d'éco-conception des parcs photovoltaïques. Donc là, on va raisonner par fiche, donc une fiche sur le grillage, une fiche sur les portes, une fiche sur les D'accord. aménagements à l'intérieur. Voilà. Au coût financier, d'après différentes interactions avec des aménageurs, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que par hectare, l'investissement pour faire un parc photovoltaïque, c'est plus ou moins 1 million d'euros pour Ouais. faire 1 hectare. Et le rendement, il est plutôt entre 15 et 20 millions d'hectares au bout de 30 ans. Donc, j'ai envie de dire, le coût financier, ils ont largement les épaules pour l'encaisser. Euh, et le petit gain le petit gain financier euh, pour à investir dans les mesures de compensation, ils peuvent le prendre en charge. Euh, Par exemple, il y a des parcs qui ont des panneaux qui ont un meilleur rendement et donc qui devraient occasionner une meilleure production d'électricité, voire une réduction de la surface du parc. Mais ils coûtent un petit peu plus cher, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Et ben, ce petit surcoût, ils ne sont pas prêts à le prendre en charge. Et on est sur des panneaux low cost, souvent chinois. Donc en plus, en termes de bilan carbone, c'est pas super. Et ce petit surcoût, ils sont vraiment, aucun des aménageurs le prend en charge. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, je parle plutôt des gros développeurs, mais il y a plein de petits développeurs qui ont tendance à bien faire, qui ont tendance à mieux prendre en compte la biodiversité, mais ils sont largement minoritaires sur le marché. Je précise quand même, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que je travaille pour un établissement public territorial de bassin qui fait étudier, dans le cadre d'une société de projet que nous avons montée avec des partenaires extérieurs, des perspectives de centrales photovoltaïques flottantes sur des Ouais. réservoirs de soutien d'étiage propriétaires de l'établissement. Voilà, Alors donc là, il y a toute une bibliographie particulière hein, sur le flottant. oui, Et, oui, oui. il Non, mais commence à y avoir hum, c'était, venais un peu pour moi l'acculturation ok, générale sur ces sujets-là. Merci. ok. Merci. Bertrand, si tu as quelques données biblio comme ça, ou tu peux éventuellement me les envoyer, que je les retransmette au gestionnaire, ou Ok. c'est peut-être Mais il y a sur la tout. base de données aussi ENR dont tu parlais tout à l'heure, en fait, le Moi, centre ce de que recherche. je vais faire, c'est que je vais aller sur l'Observatoire des ENR et chercher de la biblio. Et donc, Ah oui, tout donc le on monde, ira directement sur. tout le monde Voilà, peut faire ça. Ouais. si tout est Ouais. centralisé là-bas, c'est plus. Très bien, merci. Vincent?
Oui, bonjour Vincent Dumenier, donc au département de l'Aude. Je vais juste savoir, vis-à-vis de toutes vos recherches, comment vous pouvez arriver à ce que la DREAL s'en empare et instruise mieux les dossiers. Ben, c'est dur parce que je sais que vous avez peu de temps pour aller fouiller dans la biblio. Euh, Imprégnez-vous bien de l'autosaisine CNPN parce franchement, c'est une mine d'informations. Je sais pas en fait. Je sais, je sais pas. Je sais que vous avez peu de temps. Je sais que il y a beaucoup de publis en anglais. C'est pas, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Et c'est souvent dans les publications, c'est un peu parfois déconcertant parce qu'il y a des avis qui sont contraires et donc il faut le temps aussi du compromis scientifique entre les différentes avancées dans différents pays. Il faut bien prendre en compte dans les publications le contexte. En Espagne, ils sont plutôt sur des milieux plus désertiques. Je sais que dans les pays scandinaves, ben, un parc, ça peut être assez intéressant. Si on prend les zones témoins dans des champs cultivés avec des pesticides, évidemment que le parc il va être un refuge de biodiversité. Donc ça peut être publié, ça peut perturber le message global. Euh, donc ouais, il n'y a encore pas suffisamment de synthèse en français en fait de tous ces résultats, mais c'est un domaine qui bouge beaucoup et donc s'il y a une synthèse, il faudrait l'actualiser très régulièrement en fait. Donc, un point d'étape, ben, il y a l'autosaisine. J'espère que ça sera aussi le guide là qu'on est en train de construire. Puis après, c'est différents rendez-vous avec la CRERCO ou différents événements comme ça, là, comme ce matin. Merci Bertrand. Pierre? Oui, bonjour Pierre Bezen de l'ARB Occitanie et du coup de la communauté régionale Éviter, Réduire, Compenser, donc la CRERCO que vient de citer Bertrand. Merci pour ta présentation. Bon, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations possibles, mais aussi des solutions qui vont être proposées. Donc, du coup, c'est quand même intéressant. Moi, j'avais une question, mais il faudra qu'on en rediscute ensemble sur finalement, on voit bien que le côté RIPM est quasiment bloqué, puisque du coup, la Mm. loi commence à faire des exclusions de partout, et du coup, ça entre dans le champ. Enfin, en gros, ça valide la question. Par contre, sur les solutions alternatives de moindre impact, on se pose la question, je crois, aussi en CSRPN là-dessus. Euh, Finalement, est-ce que la question des toitures actuelles qui ne sont pas, où il n'y a pas de panneaux, est-ce que c'est des choses que vous voyez dans les dossiers pour expliquer que, bah, par exemple, je sais pas moi, sur un département, bah, finalement, il y a tout à fait le potentiel pour mettre sur des toitures, et donc du coup, ce serait la solution alternative la plus intéressante, plutôt que de faire des panneaux solaires sur des zones naturelles ou dans des champs. Ouais, tout le monde pense à ça. Il y a des cartes de toiture qui seraient adaptées au solaire. Le problème, c'est qu'une toiture, ça fera jamais 100 hectares ou 20 hectares. Et donc, en termes administratifs, faire un parc de 20 hectares ou faire euh, ben, 20 dossiers de parcs de 1 hectare de toiture, ben, administrativement, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, bon, il y a tout un tas d'arguments sur les toitures d'augmenter la charpente pour supporter le toit. Il y a cet argument d'augmentation du risque incendie. Il y a même des argumentations de moindre production sur les toitures. Euh, mais c'est clair qu'il y a des potentiels sur les toitures. Ce qu'on voit comme potentiel, donc il y a des rapports de l'ADEME là-dessus, ce qu'on voit comme potentiel, bah, c'est tous les parkings, hein, faut pas négliger. Euh, alors qui maintenant sont, soit on fait un parking avec du PV, soit on met des arbres sur le parking. Sauf que les délaissés routiers sont autour des autoroutes, autour des ronds-points, tout ça, c'est assez négligé encore. Il y a des projets, par exemple périphériques autour de Bordeaux, qui pourraient être couverts de panneaux. Ça pourrait être une idée intéressante parce qu'en plus, ils récupèrent l'eau et ils mettent des systèmes pour dépolluer l'air sur ces périphériques.
Il y a des pays qui font entre les rails de chemin de fer, il y a des pays qui font sur les véhicules de transport public. Il y a des alternatives, mais c'est souvent des solutions de moindre surface et qui sont, c'est des plus petits dossiers, quoi. Et donc, bah, si on arrive à dégoter 100 hectares, là, c'est sûr qu'on fait beaucoup de surface d'un coup. Mais du coup, est-ce que c'est quand même un argument entendable d'un point de vue de la biodiversité, puisque c'est le gain net de biodiversité qui est recherché vis-à-vis de la loi, ou en tout cas l'absence de perte nette? Ouais, bien sûr. Du coup, est-ce que c'est réellement entendable ce genre d'argument, étant donné que bah, 1000 petits, on va dire, petites surfaces photovoltaïques valent plus que 100, une grande surface de 100, quoi. Enfin, je sais pas si... Oui, bien sûr, mais je dirais que là, c'est plus les collectivités locales qui doivent être à l'initiative de ces 1000 petits parcs. D'accord. Et ça fait 1000 petits dossiers, enfin 1000 dossiers qui sont presque équivalents qu'un gros dossier. Hmm. Donc c'est plus laborieux, c'est plus lent, et il y a déjà pas mal de parcs, enfin de parcs en toiture d'installer. Donc l'effort à faire pour gagner une petite surface, et voilà, pour l'instant, on ne le voit pas. Et souvent, il y a un raccourci dans les dossiers, c'est OK, il y a un besoin de NR, euh, donc on va dans tel village. Et c'est quoi les étapes avant? C'est on est dans une région et comment on arrive à ce village-là, cette commune-là. Et ça, bon, on voit bien que derrière, il y a des arrangements, des connaissances personnelles du bureau d'études avec le maire de cette commune ou des opportunités d'aménagement de NR sur cette commune. Mais ce raccourci, il est souvent pas expliqué. Et bien souvent, voilà, on évoque bah, ces toitures, ces autres solutions, ou, euh, ou alors ils nous présentent des solutions alternatives qui font pas assez de surface, mais qui, si on les combinait, toutes les solutions alternatives, on aurait quasiment autant, voire plus de surface. Alors qu'on sait que sur ces solutions alternatives, il y aurait des moindres impacts de biodiversité. Mais non, c'est la préférence au gros dossier, parce que c'est plus facile, c'est un dossier pour une grosse surface. Merci Bertrand. Bah, je vous propose qu'on enchaîne sur la prochaine présentation. Annie, je te laisse partager ton écran. Parfait. Voilà, vous voyez, c'est bon? Oui, merci. Bon, voilà. Donc, je me présente rapidement. Donc, Annie Vu, je suis présidente de la MRAE Occitanie. Je vous dirai quelques mots de la MRAE parce qu'on se rend compte que bon, tout le monde ne connaît pas. Et au regard de notre rôle et de nos fonctions, et ça peut répondre aussi indirectement à la question qui a été posée tout à l'heure pour savoir comment, alors l'Adrial, mais en fait c'est les DDT qui instruisent les dossiers photovoltaïques, peut bénéficier des connaissances et peut améliorer la qualité de l'instruction. Alors, ouais, c'est bon. Donc quelques mots comme je vous ai dit. Alors déjà aussi pour en introduction pour vous dire que le photovoltaïque c'est un sujet qui impacte beaucoup de notre activité MRAE, qui soulève aussi beaucoup de questions en interne ou en interface avec l'Adréal sur les effets sur les espaces naturels, la biodiversité et aussi sur les paysages qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais qui est très important. Et donc, c'est aussi avec intérêt que j'ai accepté de participer à cet échange parce que les questions que vous pouvez vous poser peuvent nous éclairer aussi sur les points de vue, les angles morts de nos démarches et de notre façon de fonctionner. Alors, sur le fonctionnement de la MRAE, déjà pour rappeler que c'est une entité administrative indépendante qui fonctionne à partir du travail qui est fourni par un service de l'ADREAL, qui est le département d'autorité environnementale, et que la MRAE, en tant qu'entité indépendante, qui est constituée de 9 personnes, 5 membres permanents qui sont des fonctionnaires du ministère de l'écologie, et 4 membres associés qui sont recrutés pour leurs connaissances et leur expertise scientifique, et Bertrand Schatz fait partie de la MRAE depuis 2 ans, comme il l'a dit.
Et donc, cette autorité environnementale fournit des avis, mais contrairement au CSRPN, ce qui vous sera dit tout à l'heure, on ne fait pas des avis positifs ou négatifs, on produit des avis pour contribuer à l'amélioration des projets. Et donc, on reçoit dans les dossiers la description du projet et son évaluation environnementale ou son étude d'impact. Et cette démarche est portée par le maître d'ouvrage. Et donc, c'est là-dessus qu'on porte un avis. Alors, l'avis, il est toujours destiné à... Alors, donc, l'évaluation environnementale, donc, ou l'étude d'impact, elle doit faire l'état des lieux. Bertrand a évoqué ce sujet, doit identifier les enjeux, qualifier les impacts et s'engager sur les mesures ERC, dire on fera ceci, cela. Et nous, sur cette base, on s'assure que le travail par le bureau d'études, par le porteur de projet, a été réalisé avec sincérité, avec compétence, et que les mesures ERC qui sont proposées sont bien à la hauteur des enjeux identifiés, ou quelquefois on demande même aussi à requalifier le niveau d'enjeu. Et pour cela, on formule des recommandations. Donc, comme je vous disais, on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, on ne se prononce pas sur la pertinence du dossier. On formule des recommandations qui visent à améliorer la qualité du projet et la prise en compte de l'environnement. Alors, c'est ça l'objectif principal. Après, on essaie d'avoir une façon d'écrire assez pédagogique pour que ce soit aussi un outil pour les commissaires enquêteurs dans leur avis, donc là, qui est un avis plus général que l'avis sur l'environnement. Ça peut aussi aider le public, hein, on est là pour, à partir de dossiers très épais, très foisonnants, fournir une analyse qui est accessible, du moins on l'espère, on travaille à ça au public, et aussi une aide, on ne peut pas l'ignorer, pour les tribunaux administratifs ou les associations d'opposants, dans la mesure où on décrypte et on décode tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas, il mériterait d'être amélioré dans les dossiers. Donc, les principes pour faire ça, c'est l'impartialité, la collégialité et la proportionnalité, puisque évidemment, on ne peut pas demander la même chose d'un gros projet industriel ou d'une route faite par un gros maître d'ouvrage, par exemple à l'État, au niveau national, par ASF, et ce qui est fait dans une petite commune sur un parc de 3 hectares. Alors, pour relativiser, enfin pour vous faire, pour que vous voyez ce que ça représente le photovoltaïque, j'ai pris les chiffres de 2024, donc ce sont des chiffres définitifs. On a produit 250 avis, 254 avis, alors à la fois sur des plans programmes, des PLU et aussi sur des projets. C'est un chiffre qui est en augmentation chaque année, qui va être encore augmenté en 2025. Alors l'année 2025 étant en plus particulière parce que on a eu beaucoup de documents d'urbanisme l'année précédente des élections, mais enfin bon, voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur. Et que l'augmentation sur les dernières années est en grande partie due à l'augmentation du nombre de projets photovoltaïques, qui représente plus de 50% des dossiers examinés. Donc c'est vraiment très très important. Et donc pour nous, ça impacte sur la qualité de notre travail parce qu'on a des équipes, on a 22 ETP de l'Adréal et puis nous on est 9. Donc voilà, l'augmentation du nombre de dossiers photovoltaïques impacte beaucoup sur notre activité. Et alors c'est ça, là où le bas blesse, c'est la majorité des projets se situent en zone naturelle ou agricole, voire forestière. Alors là, c'est ce qui nous attriste le plus, hein, de couper de la forêt, soi-disant pour faire de l'énergie renouvelable, sans se préoccuper de la capacité de stockage de carbone des arbres. Donc, c'est ce qu'on a de plus absurde dans ce qui nous parvient. Et dans un contexte où pourtant les recommandations nationales et régionales sont bien claires, et affirme que la priorité doit être donnée à l'intégration sur des bâtiments. Ça, c'est des dossiers qu'on ne voit pas forcément nous en MRAE, ou sur des sites déjà artificialisés ou dégradés. Et ça, c'est très rare, et notamment parce que
on va en parler là. C'est le travail que devrait faire le maître d'ouvrage à l'amont, c'est-à-dire de faire sérieusement des comparaisons de choix géographiques pour son projet afin d'éviter de s'implanter dans ce type de milieu. Et ben, ce que disait Bertrand, ben, ils nous disent qu'ils n'ont pas trouvé, que ça n'existe pas, que les surfaces sont pas suffisantes, etc. Et en fait, derrière tout ça, parce qu'on n'est pas naïf, c'est qu'ils cherchent du foncier disponible sans trop d'opposition locale, acceptée par le maire, acceptée par la population. Et une fois qu'ils ont choisi ce site, qui est, comme je le disais, dans des milieux plutôt naturels, agricoles, voire forestiers, eh ben, on fait semblant de chercher des sites alternatifs ailleurs. Je ne dis pas que c'est 100% des projets dans ce cas-là, mais c'est quand même, au regard de nous, de ce qu'on voit, c'est quand même une grande majorité des cas. Donc, la plupart de nos recommandations commencent par ça, de prouver qu'ils ont fait des recherches de sites alternatifs et qu'ils font une comparaison de plusieurs sites en cherchant le site de moindre impact environnemental. Alors, une fois que le site est choisi, alors quelquefois, on fait des avis très très courts en disant ben, le site est vraiment pas approprié, parce qu'il y a beaucoup d'espèces protégées, parce que c'est très riche, etc. Il faut aller voir ailleurs. Mais dans la plupart des cas, même si on considère que le site n'est pas approprié, on continue d'analyser le dossier et on fait quand même des recommandations. Parce qu'on se dit, bah, s'ils confirment qu'ils restent là, au moins ça leur fait un cadrage de ce qui ne, des choses à côté desquelles ils ne doivent pas passer. Et on poursuit, même si la tentation, et on a ce débat des fois en MRAE, on pourrait faire des avis en 2 lignes en disant le site est absolument pas approprié. Mais même dans ces cas-là, on continue à dérouler la vie. Sachant que voilà, pour le photovoltaïque, eh ben, on a 2 phases où on a des effets sur l'environnement. La phase de réalisation des travaux et la phase aussi de fonctionnement du projet. Il y a toute la phase, les défrichements, les terrassements, les compactages. Ça affecte à la fois la biodiversité et aussi la nature du sol, et donc après, avec des effets rebonds sur la biodiversité, ça modifie la flore. Et aussi, bon, même si ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, ça altère la capacité de stockage de carbone des sols. Il y a aussi dans les travaux, enfin bon, c'est plus en période de fonctionnement, mais on a aussi au-delà des effets hein, qui ont été illustrés par les photos de Bertrand sur la biodiversité au sol, on a aussi des impacts des travaux qui accompagnent le site. Je veux parler quand on est en zone forestière, mais pas que d'ailleurs, hein, sur des zones de friche où soit du fait du code forestier, soit par des prescriptions du SDIS, il y a des demandes de débroussaillement à proximité du site. Parce que c'est des sites qui sont enfin, comme il y a de l'électricité, s'il y a un incendie, c'est grave. Donc le site lui-même, du fait de son fonctionnement et de la fréquentation humaine qui est attachée, peut engendrer des risques d'incendie, donc dans les massifs à proximité. Et donc il y a aussi le sujet des débroussaillements autour du site qui impacte aussi les milieux alentours. Alors ça peut être effectivement en forêt, débroussaillement obligation légale de débroussaillement au titre du code forestier. Mais quand ils prescrivent aussi des défrichements sur les friches à proximité, sur les zones agricoles autour qui sont plus ou moins abandonnées, ça aussi ça a aussi un effet sur l'évolution naturelle qui aurait pu se faire sur ce type de milieu autour des sites. Donc voilà, sur l'évolution de la végétation autour, quelquefois on est amené à demander qu'il y ait des mesures de gestion pour accélérer la reconquête des milieux après le chamboulement des travaux. Et puis aussi, bon, bah, ce sur quoi on n'a pas d'influence, c'est la création du microclimat sous les panneaux. Alors, il y a la flore qui est directement impactée, mais aussi la faune sauvage, parce que, d'une part, les parcs sont toujours grillagés. C'est une obligation pour des raisons de sécurité. Alors, même si maintenant les grillages ont des passages pour la petite faune,
il demeure un problème pour les grands mammifères. Et donc, il peut y avoir une fragmentation des corridors, voire dans certains cas, selon la forme du parc, des sortes de pièges qui peuvent se former sur certains parcs en plusieurs tenants avec des clôtures sur chaque partie du parc. Nous, ce qu'on exige, c'est évidemment que l'état initial soit à jour et complet et récent, pas inférieur à 5 ans, et réalisé par des personnes compétentes. Sur l'évaluation des enjeux, l'analyse et la quantification des impacts, et puis on s'attache à bien vérifier que la séquence évitement et réduction est bien mise en œuvre, soit par la redélimitation du pourtour du parc, mais aussi par le design du parc, la hauteur des panneaux, la façon, la largeur, les espacements interrangs, ça Bertrand l'a dit. Et le but, c'est par nos recommandations, de conduire le porteur de projet à rendre le niveau d'impact plus acceptable pour l'environnement. Alors, la notion d'absence de perte nette de biodiversité, c'est une notion que l'on a en tête à la lecture de nos avis. Et pour nous, la biodiversité, alors bien sûr, elle est particulièrement importante s'il y a des espèces protégées, mais les compensations ne doivent pas s'envisager que s'il y a des espèces protégées, et on demande aussi qu'il y ait des compensations pour une biodiversité entre guillemets plus ordinaire. Mais ça, c'est un concept qui a un peu plus de mal à être intégré. Et puis aussi, malheureusement, sur les compensations, ce qu'on constate, je sais plus, enfin, ce que je l'ai vu ça, mais je crois que c'est aussi Bertrand l'a dit, c'est que des fois, la compensation, c'est de dire, on va acquérir tel et tel milieu et on va le donner en gestion au gestionnaire, donc vous êtes directement appliqué là-dessus. Et là, on se dit, on se fait quand même un peu avoir, hein, parce que des milieux déjà naturels, même s'ils sont pas au top en termes de fonctionnalité écologique, si on leur avait laissé le temps et sans intervention, ils auraient pu évoluer. On n'a pas forcément besoin d'une gestion qui est mise en regard de destruction de milieux. Donc ça, c'est tout un sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent, mais on se sent un peu, on a l'impression de se faire avoir sur ce sujet des compensations. Alors que pour compenser la perte de biodiversité, c'est plutôt des reconquêtes d'espaces anthropisés. Et ça, c'est très rare qu'on nous propose ce genre de mesures en compensation. Donc, voilà, je vous ai mis quelques exemples de recommandations. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu des avis de MRAE. Donc, on a tout un paragraphe qui analyse la situation, détecte les points forts, points faibles du dossier. Et quand on a détecté un point faible, on encadre une recommandation. Et les recommandations, là je vous ai mis quelques recommandations types, c'est de présenter les alternatives d'implantation, de justifier le choix retenu sur la base de critères environnementaux, puisque nous sommes uniquement sur les sujets environnementaux, mais dans les sujets environnementaux, il y a aussi par exemple le paysage, hein, l'air, le bruit, enfin c'est pas uniquement la biodiversité. Donc de réévaluer le niveau d'enjeu si c'est nécessaire. On s'autorise à faire ce diagnostic. Bien sûr d'identifier les zones humides et d'étayer l'absence d'incidence résiduelle significative quand ils vendent ça dans leur dossier, et de préciser les mesures pour atteindre une absence de perte nette de biodiversité. Donc ça, c'est quelques recommandations types. On demande aussi souvent d'évaluer les incidences des mesures de débroussaillement autour des parcs, et on considère que ça fait partie du projet et que ça doit être examiné au même titre que le parc à l'intérieur des clôtures. Pour les zones forestières, on essaie d'argumenter pour dire qu'il faut absolument éviter les zones forestières. Alors, on le prend souvent sur le sujet bilan carbone, mais ça rejoint aussi les sujets de biodiversité.
Alors, il y a un autre sujet qui est lié, mais qu'on n'aborde pas aujourd'hui, c'est l'agrivoltaïsme, où là aussi on peut avoir des questions sur les impacts sur la biodiversité, de façon positive ou négative. Hier, par exemple, en réunion MRAE, on s'est interrogé sur des reconversions agricoles sur des zones qui sont des cultures intensives de maïs. Et la mise en place de panneaux s'accompagne d'un projet de mise en place de prairies pour faire de l'élevage bovin. Et ben là, et certes, on est en zone agricole, mais peut-être que le gain écologique, là, il est plutôt en faveur du projet agrivoltaïque. Mais bon, c'est un autre sujet, mais enfin, ça pourrait faire l'objet aussi de discussions. Voilà grosso modo où on en est, la MRAE. Et donc la MRAE, bah, c'est justement l'interface avec l'Adréal, avec les DDT. Et c'est peut-être par ce biais-là, enfin du moins on l'espère, hein, c'est ce qui nous motive d'améliorer pour les porteurs de projets, mais aussi pour les services instructeurs, parce qu'on est un guide pour les services instructeurs, pour ceux qui veulent bien nous lire. Et c'est des avis qui sont joints à l'étude d'impact, donc qui peuvent aussi éclairer. euh, et donc voilà, on peut faire évoluer les pratiques des services instructeurs pour répondre à la question. Je crois que c'est bien mieux ça. Et j'ai terminé dans la présentation et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Annie. Il y a déjà 2 questions, effectivement. Alors, je n'ai pas vu quelle main était levée en premier, mais je vais donner la parole à Karine. Oui, bonjour. Karine Saint-Hilaire, Fédération des chasseurs d'Occitanie. Alors c'est vrai que à titre personnel, je maîtrise assez peu le sujet, donc c'est pour ça que je participe à cet atelier, merci. Par contre, beaucoup de fédérations départementales sont sollicitées sur ces projets et alors interviennent à différents niveaux, hein, soit effectivement en essayant de produire des expertises avec les moyens et les outils dont on dispose pour pouvoir venir amener des éléments qui sont attendus par l'étude environnementale, soit en opposition aussi, parce que la plupart siègent aussi en commission d'instruction au niveau départemental. Bon, c'est très varié d'un département à l'autre, mais c'est un sujet qui préoccupe, comme vous l'avez dit, notamment par rapport bah, au déplacement de la faune, à la perte d'habitat. Enfin voilà, ça commence à beaucoup questionner dans de nombreux départements, en lien avec en tout cas notre activité. Ma question était de savoir, par rapport au nombre finalement de dossiers que vous instruisez, est-ce que vous savez au final combien aboutissent ou combien sont refusés? Est-ce qu'on a, est-ce que vous avez cette information? Vous avez parlé de 250, 260, c'est ça, dossiers instruits annuellement? Oui, alors on a malheureusement, parce qu'on est dans des flux de dossiers très importants, on ne fait pas de suivi après-vente. D'accord. C'est-à-dire, on ne sait pas derrière combien de projets sont effectivement, voient le bout, sont réalisés. Ah, Une fois qu'on a rendu notre avis, eh ben, on passe ça, à c'est notre au cours. métier. Ouais. On n'a pas le temps de faire ce retour. À la limite, c'est plutôt les services instructeurs qui pourraient le faire, ou peut-être sur l'observatoire qui est mis en place là, sur le suivi des ENR, on a des chiffres au niveau national pour savoir sur le nombre de dossiers qui sont proposés, instruits, combien aboutissent. Mais moi, je ne suis pas capable de vous répondre. Et je ne suis pas capable non plus de vous répondre sur la façon dont nos recommandations sont prises en Ouais, compte. c'est ça. Par contre, quand on a produit notre avis, à l'enquête publique, le porteur de projet doit fournir un mémoire en réponse. Donc c'est le public, les commissaires enquêteurs et voire les tribunaux administratifs qui peuvent mettre en face à face les recommandations au regard des améliorations qui ont pu être apportées dans les dossiers. Après, globalement, on voit que depuis quelques années, la qualité des projets s'améliore, hein, parce que bon, c'est en fait la menace du contentieux hein, qui pousse aussi les bureaux d'études à améliorer. Mais au cas par cas, je ne sais pas vous dire ce qu'il en advient. Et puis après, il y a des sujets qui ne progressent pas du tout. Par exemple, la recherche de sites alternatifs en amont et de façon sincère avant la réalisation des projets. Ben ça, pour l'instant, on n'arrive pas à avancer. Et justement, mais ça fait le lien avec mon deuxième question sur cette recherche de sites alternatifs. Est-ce qu'on
on sent bien que là, enfin, vous avez vraiment insisté sur ça en disant que c'était quand même une étape sur laquelle ça pêche énormément. Est-ce qu'on aurait Est-ce que la question s'est posée de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un répertoire de sites finalement à proposer, des sites dégradés, des sites, enfin, bon, tout à l'heure, Pierre parlait effectivement notamment la priorité qui serait à donner d'installer sur des toitures. Est-ce que finalement, on n'aurait pas, enfin, l'État aurait pas à être, tant pis, force de proposition à un moment donné pour pallier à cette étape qui était un échec, de ce que vous en dites, hein, où on aurait une réserve, je ne sais pas comment dire, mais une réserve foncière de sites dégradés sur lesquels on devrait obliger, finalement, en premier lieu, les fournisseurs, enfin les structures qui implantent les parcs à aller enfin, se doter, quoi, avant d'imaginer, effectivement, comme vous dites, la facilité de me dire, là, je sais que le maire est d'accord, le propriétaire est d'accord, il y a une forme de consensus, je vais d'abord aller sur cet espace-là. Est-ce qu'on a... Enfin, je sais pas, c'est... Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, d'une part, il y a le CEREMA qui produit, il me semble bien que c'est le CEREMA, ou l'ADEME, qui produit une liste des friches Mhm. en France, qui donne une idée de sites qui peuvent potentiellement être valorisés. Après, sur ce sujet-là, bon, il faut mettre quelques réserves quand même, parce qu'il y a des friches qui sont très riches en Oui, biodiversité. Mais bon, voilà, il y a cet outil qui est produit. Après, il y a un outil qui a été imaginé dans la loi d'accélération des énergies, c'est les zones d'accélération des énergies. Et alors, le problème, c'est que nous, on se bat pour dire il faut que les recherches se fassent aux échelles intercommunales et que la loi a dit que c'était les maires qui devaient faire leur proposition de zones d'accélération. Alors ça, c'est le premier biais qui nous a gênés et qui a gêné aussi les services mhm. instructeurs. Mais bon, maintenant que c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans le marbre, on va changer. Et puis le problème aussi, c'est que ces zones d'accélération, bon, pour certains, c'est des zones qui épargnent les zones naturelles, mais quelquefois, malheureusement, ça a plutôt été des zones. Alors soit ça n'a pas été fait. Soit ça a été fait en disant bah, toutes les zones disponibles dont on ne sait pas trop quoi faire, mais sans se Oui. préoccuper de l'intérêt naturaliste, environnemental du site. Ce qui fait que même dans des zones d'accélération, on pourrait être, nous, amenés à faire des commentaires critiques parce que cette première phase n'a pas été faite. Mais ça aurait pu être un excellent outil si la loi avait été plus précise en disant que cette recherche et ces propositions doivent être faites sur des critères aussi environnementaux et pas que de disponibilité foncière. Et après, ben, il y a des structures. Je pense pas que ce soit à l'État de faire ça parce que bon, l'État n'est pas la bonne échelle. Mais par exemple, les parcs naturels régionaux, il y en a qui font ça très bien ou qui s'efforcent d'aller dans cette direction. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un parc, d'un territoire, et puis le parc et le territoire étant quand même ayant comme vocation à préserver l'environnement, peut faire des zonages. Après, il faut que ce soit effectivement accepté par les collectivités, mais les collectivités, après, elles peuvent le traduire dans leur PLU. Donc effectivement, là, notre rôle État, en général, peut être plutôt de convaincre d'aller vers ça en disant bah, si vous avez bien délimité vos zones à l'avance, ça pourra aller beaucoup plus vite pour l'instruction des projets. Mais voilà, je pense que effectivement la bonne échelle serait plutôt le PNR ou à minima le SCOT. Et on rejoint l'urgence de la planification territoriale. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci. François-Xavier, ensuite Agnès, et ensuite il faudra qu'on enchaîne sur la dernière présentation de Magali sur le point de vue du CSRPN et on reprendra des questions en suivant. François-Xavier? Une question courte. Pardon, j'ai pas bien compris si la MRAE s'auto-saisissait, si elle était systématiquement saisie par l'ADREAL lors de l'instruction ou si c'était une saisine au cas par cas lorsque ça semble un projet compliqué. Merci. Alors, c'est jamais de l'autosaisine, ça c'est sûr. On fait partie d'un processus dans l'instruction. Donc, on est saisi, selon les cas, par le service instructeur ou par le porteur de projet. Et alors, qu'est-ce qui détermine le fait qu'on soit saisi? Il y a une nomenclature qui fait que certains types de projets sont soumis à évaluation environnementale. Pour le photovoltaïque, par exemple, c'est tous les projets de plus d'1 mégawatt.
Et après, il y a aussi, mais pour d'autres types de projets, parce que là, c'est pas le cas, on peut être aussi au cas par cas, sur des projets qui ont des impacts sur l'environnement, avec une clause filet, que même des tout petits projets, s'ils ont des gros impacts sur l'environnement, peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale, d'un avis de la MRAE et d'une enquête publique. Mais c'est normé, c'est dans le code de l'environnement. Merci beaucoup. Agnès? Oui, donc Agnès Salquier, Chambre d'agriculture de l'Aude. Alors déjà, c'est très très intéressant. Moi aussi, ça me permet de bien comprendre tout le contexte. Et j'avais une question donc, qui peut-être prend des deux interlocuteurs. Par rapport, donc vous avez parlé de l'impact des panneaux en tant que, je dirais, objet physique. Et on se demandait avec le collègue là, qui bosse sur les ENR chez nous, est-ce que ça a été mesuré? Est-ce qu'il y a une surchauffe locale et qui peut aussi avoir un impact particulier sur la biodiversité, ou est-ce que c'est quelque chose qui a peu de, enfin, qui n'est pas suffisamment fort? Voilà, je ne sais pas si Je sais vous. pas, Bertrand, tu... Oui, bah, surchauffe des panneaux, sous les panneaux, vous voulez dire? Ben, justement, dessus, dessous, autour, est-ce que Ouais. c'est suffisamment significatif pour avoir un impact sur la biodiversité? Alors ça chauffe sous les panneaux, c'est sûr. Il y a même des solutions où on produit de l'électricité avec un panneau et on chauffe de l'eau sous le panneau. Donc il y a de quoi chauffer de l'eau, ça, c'est sûr. Les panneaux du haut, là. Euh, mais comme ils sont là, avant, il pouvait y avoir des panneaux jusqu'à quelques dizaines de centimètres du sol. Donc là, ça aurait pu avoir un impact. Mais là, la plupart des panneaux sont à 1,10 m maintenant. Donc non, c'est assez négligeable cet impact de chauffe. Ok, merci. Il reste deux questions. Donc, je peux prendre la main si ça Anne, réagit pas. j'étais en train de parler, mais j'avais pas le micro, effectivement. Donc je disais, oui, il va falloir qu'on enchaîne, mais Vincent, du coup, rapidement, et Alice pour terminer, et ensuite on enchaîne avec Magali. Oui, Ce- un constat et une question. Donc, dans le département de l'Aude, je fais partie depuis un certain temps de la cellule du pôle énergie de la DDTM. Et on voit en effet un glissement des projets photovoltaïques vers les surfaces cultivées en céréales, en vignes, etc., avec des effets d'opportunité. Hein, je reviens pas dessus, mais je voulais savoir au niveau de la MRE si vous vous préparez aux conséquences des terribles incendies au doigt, parce que on a déjà eu et ça nous a beaucoup choqué. Il y aura une réaction, peut-être qu'il y a eu une réaction politique, à une lettre d'un développeur photovoltaïque que je ne nommerai pas, qui en septembre se posait des questions et demandait des données sur une partie assez vaste brûlée du grand incendie du dernier. Donc on avait l'impression que les vautours tournaient déjà. Alors, on a beaucoup de vautours dans le département, on est un superbe département, mais on a l'impression que les vautours tournaient déjà autour d'un secteur qu'ils estimeraient nettoyé. Je mets beaucoup de guillemets. Donc, je voulais savoir si vous vous préparez à avoir arrivé ce genre de projet et comment vous pouvez réagir si sur, on va dire, des filtres habituels, on n'arrive pas à, comment dire, à raisonner ces développeurs. Merci. Effectivement, ça m'étonne pas ce que vous dites. Enfin, j'étais pas au courant, mais quand il y a eu les grands feux en Nouvelle-Aquitaine, ils ont été dans la foulée Oui, Najib. débordés par le nombre de demandes de création de parcs photovoltaïques. Après, pour nous, une forêt brûlée, ça reste une forêt. Enfin, au sens du code forestier, c'est toujours une forêt. Et si on change la destination du sol, il faut quand même faire une procédure de défrichement, même si tous les arbres sont morts dessus. Donc ça c'est le premier élément. Donc les procédures, défrichement et autres restent valables, y compris en milieu forestier. Euh, Après, voilà, l'état des lieux initial, ce qui est possible qu'on demande, c'est l'état initial supposé avant l'incendie, enfin, même si c'est pas le porteur de projet qui a brûlé le projet, pour voir ce que le potentiel écologique du milieu et le potentiel de fonctionnalité sur les milieux. Et puis aussi, le temps que ça se passe, enfin, de toute façon, les milieux vont pas rester inertes, vont se redévelopper, et une nouvelle biodiversité va se mettre en place.
Et donc, on aura le même niveau d'exigence sur ces secteurs que si c'était une forêt euh, bien vivante et non incendiée. Donc voilà, on fera. Mais effectivement, le cas s'est déjà passé. La réalité, c'est ça, c'est que ça devient un terrain d'opportunité pour les développeurs. Il y aura un autre terrain d'opportunité dans l'Aude, mais aussi dans l'Hérault ou autre, du fait de la crise viticole et des arrachages. Soit par des reconversions, les agriculteurs faisant d'autres cultures, mais pour donner un petit coup de boost à leur équilibre financier, d'accompagner le développement de nouvelles cultures avec des panneaux photovoltaïques. Voilà, c'est possible aussi que ça nous arrive et on fera de toute façon pour nous, ce qui est important, c'est la description de l'état initial, les enjeux. Et si l'état initial a été perturbé par un événement, on est légitime à demander à ce que la référence soit l'état initial reconstitué avant, de façon virtuelle avant l'événement. Alors, juste une Moi, petite remarque, dans la zone brûlée, il y a de la garrigue basse, très C'est ça. fermée par le chêne kermès, qu'on peut difficilement qualifier de forêt, C'est au-delà des c'est- fichiers SIG qui traînent un peu partout, hein. Il y a aussi cette c'est prudence à de avoir. la, enfin ça c'est pour l'hygiène, c'est de la, enfin une garrigue basse, c'est une forêt qui a été dégradée souvent par le passage trop euh, fréquent des incendies, mais la plupart du temps, alors soit c'est une friche agricole qui s'est transformée en garrigue, mais elle garde son statut de zone de terrain agricole, de sens de l'hygiène, soit c'est de la forêt dégradée et ça reste de la forêt, même s'il n'y a plus d'arbres. En fait, c'est cette notion au sens du code forestier qui fait que, bon voilà, on peut avoir une différence d'appréciation entre le porteur et nous. Et puis surtout, même si c'est pas de la forêt, si c'est une végétation de garrigue, on peut avoir des papillons, on peut avoir des tas de choses très intéressantes qui font que, ben, voilà, c'est l'état des lieux qui doit déterminer le niveau d'enjeu. C'est pas le fait que, aux yeux du promeneur du coin, ça va apparaître comme une zone dégradée. C'est pas ça le fond du problème, du sujet. je compléterai la réponse avec, La philosophie. je ne sais pas si vous avez entendu parler du règlement européen sur la restauration de la nature. Ça s'impose aux États et la France est en train de valider son plan national de restauration qui devrait passer au CNPN et dans différentes autres commissions. Et un des, un des arguments qu'on a envie de défendre au CNPN, c'est que justement les zones brûlées euh, ne doivent pas être, faire l'objet d'aménagements particuliers, mais devraient être ciblées par la restauration écologique. Et parce qu'il va falloir, vous savez, il y a 8 écosystèmes focus là, pour la restauration écologique, dont l'espace à espèces protégées. Et donc, les zones à incendie sont souvent concernées par cet espace-là. Et l'objectif de ce règlement, c'est en 2050 d'avoir 90% de la surface nationale des zones dégradées dans les espaces à espèces protégées qui soient restaurées. Et donc, on espère avancer cet argument-là, c'est-à-dire que les zones incendiées fassent l'objet de restauration écologique en priorité. Merci Bertrand. Magali, je te laisse partager ton écran pendant que Alice fait un petit complément et ensuite on enchaîne Allez. direct du coup sur ta présentation. Non, Alice? pardon. Non, c'était juste pour réagir à l'échange, mais qui remonte déjà sur les difficultés de la planification à l'échelle de département. Moi, je le vois bien dans le Gers, en fait, les sites dégradés qui sont dans les bases de données gouvernementales sont souvent pas possibles pour le développement. Donc, les développeurs justifient que donc ils privilégient des terrains agricoles, parce que nous, on fait des projets agrivoltaïques. Et donc, je sais pas s'il pourrait y avoir à terme une sorte de classification des types de milieux avec moins d'impact. Enfin, à un moment, je finis par me dire qu'ils finissent toujours par trouver un endroit. Le projet à impact zéro n'existe pas, vous voyez. Donc une fois qu'ils justifient que on peut pas faire sur des friches et ils le justifient. Après, on reste un peu bloqué. Moi, je le vois dans le Gers. Là, on a des projets qui sont passés en CDPNAF sur des zones à pair, en prairie, pâturées par des ovins, validées par la commune, qui ont été refusés en CDPNAF alors que par ailleurs, on nous dit qu'il faut faire des zones à pair.
Donc en tout cas, juste moi, ça m'a fait réagir parce que je vois qu'à l'échelle du Gers, en fait, ils aimeraient faire de la planification, communauté de communes, SCOT, etc. Mais ils ne savent pas finalement comment s'y prendre. Dans les départements ruraux, il n'y a pas des immenses friches industrielles ou des immenses toitures sur lesquelles s'implanter. Donc je ne sais pas si, moi je ne suis pas dans l'enviro, je suis dans l'agricole. Je ne sais pas si à terme pourrait y avoir une sorte de classification de sites euh, plus ou moins écologiquement sensibles. Parce que comme on a dit, sur des friches, parfois écologiquement c'est riche. Est-ce qu'une prairie pâturée ou une parcelle qui a été en grande culture avec un sol à nu 8 mois dans l'année, ils peuvent vous faire l'argumentaire que finalement, si vous remettez de la prairie sur un sol en grande culture très dégradé et érodé, ben, pour la biodiversité, c'est mieux. Alors voilà, il y a toutes ces petites nuances où quand on n'est pas dans l'environnement, enfin, même eux, ils finissent par pas savoir en fait quel terrain privilégier. C'est vrai que d'un point de vue écologique, bah, la parcelle en grande culture, il n'y a rien en fait, 6 mois dans Ouais. l'année. Juste en 30 secondes, parce que notre temps était... Oui, pardon. On a eu un dossier de ce type, Pierre, justement dans le Gers, où Ah, on passait de grandes d'accord. cultures à de l'élevage. Et effectivement, alors on a eu un débat interne, mais effectivement, pour la plupart des membres de la MRAE, on considérait qu'il y avait quand même un gain en termes de biodiversité. Voilà, mais en tout Il y a cas, des, ce qui est sûr, c'est que la planification à l'échelle d'un SCOT, par exemple, bon, en tout cas dans le Gers, ils disent on y réfléchit, mais c'est pas, ça prend des années, quoi. le débat, il Oui, était c'est sur toujours est-ce très qu'on long ces fait de démarches. l'agri-PV ou du PV? Oui, en fait, Euh, oui, oui, oui. Non, je simplifie un peu pour dire que, bon, bon. effectivement, ça nous remonte et ça commence à nous remonter, ce genre de sujet. Moi, j'aurais tendance à On dire va que devoir enchaîner, je suis vraiment des zones désolée de avec vous beaucoup de couper. pesticides, des vignes arrachées dans des zones avec beaucoup d'herbicides ou de fongicides, il faut les privilégier. Ou des zones, des grandes cultures qui ont subi beaucoup de pesticides, bon, il faut les privilégier. C'est là où il y aura le moins de biodiversité. Mm, mm. Merci Bertrand. Merci. Il faut qu'on enchaîne avec la dernière présentation. On n'a plus beaucoup de temps. Si on va encore avoir le temps de quelques questions par rapport à la présentation du CSRPN. Et Magali, je te laisse enchaîner. Et ensuite, vous aurez les contacts. Vous pourrez reprendre contact entre vous pour approfondir certaines choses si besoin, suite au mail que je vous enverrai. Merci Magali. Merci à vous de nous avoir également donné la parole. Je représente donc le CSRPN Occitanie. J'en suis la présidente avec Éric Imbert qui m'accompagne dans la vice-présidence. Et alors, très rapidement, nous, CSRPN, on va se focaliser sur toutes les incidences sur la biodiversité, des projets d'aménagement qui peuvent subvenir en Occitanie et on peut aussi être amené à regarder tout ce qui est le- liste d'espèces à protéger, mais aussi des plans et des programmes. Mais bon, la grande différence par rapport à la MRAE, c'est que nous, on est vraiment focalisé que sur la biodiversité. Et donc, je vous ai fait un petit topo. Alors, attendez, parce que là, je suis gênée par mon écran. Oups. Des avis photovoltaïques qui nous sont passés entre les mains depuis 2020, en fait. On en a eu 19, sachant que Qu'est-ce- quel est le trajet? Eh ben, quand il y a un projet PV, il va d'abord passer entre les mains de la MRAE et s'il y a une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, alors il nous revient entre les mains et nous, on va regarder si la séquence ERC est bien jouée sur cet aspect uniquement espèces protégées. On a conscience aussi que les avis qui nous sont proposés à l'examen ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi tout un tas d'avis que l'on ne va pas examiner par manque de temps. Alors, sur ces 19 avis, on a,
voilà, globalement, fait un petit état des lieux de qu'est-ce que. Enfin, nous, on répond à avis favorable ou avis favorable sous condition, recommandation ou avis défavorable. Vous voyez qu'on est à peu près équilibré sur favorable et défavorable. Et on a également un petit peu poussé la réflexion sur que deviennent ces projets après leur examen et leur passage donc entre les mains, donc forcément MRAE puis CSRPN. On n'a pas forcément une reprise de nos recommandations euh, dans dans les arrêtés préfectoraux, surtout quand les avis sont défavorables. C'est la raison pour laquelle on essaye de faire des avis favorables sous conditions, ces conditions pouvant être transférées plus facilement. Et ce qui se passe également, que l'on peut observer, c'est que si nos avis ne sont pas repris intégralement dans les arrêtés préfectoraux, par contre, ils peuvent servir comme support pour des associations naturalistes qui vont mener le projet devant le juge. Et à ce moment-là, bien, l'histoire du projet est beaucoup plus aléatoire enfin, vu par le porteur de projet, sachant que finalement le juge va pouvoir avoir tous les éléments pour faire appliquer la loi et en général le projet va être plutôt mal mené en application de la réglementation au sens strict. Donc, voilà un petit état des lieux. Donc, en fait, la vie d'un projet ne s'arrête pas simplement à l'arrêté préfectoral. Il y a aussi une suite qui peut valoriser nos avis dans le sens de ce qu'on a proposé et examiné. J'essaye de passer à la diapo suivante, mais je n'y arrive pas. Ah, là. On a fait un petit état des lieux aussi sur ces parcs photovoltaïques qui nous arrivent entre les mains, voir sur quelle surface naturelle ils sont proposés. Donc, vous voyez un tiers de surface ouverte, pelouse, par exemple, un quart sur des bois ou des garrigues, donc milieu plutôt fermé, et 40% sur des cultures. Les zones humides restent enfin, fréquentes sur à peu près la moitié des sujets, des projets, ce qui est aussi un vrai problème. Alors, bien sûr, on se retrouve dans la même condition réglementaire que ce qu'a énoncé Bertrand et et la MRAE, avec dans la loi d'accélération aux énergies renouvelables, une RIPM qui est largement mise en avant et que l'on ne va pas remettre en question. Nous, ce que l'on dénonce effectivement dans un premier temps sur l'ensemble des projets, c'est, comme mes collègues viennent de le dire, l'absence de recherche de solutions alternatives dans une démarche satisfaisante. Bien sûr,
parce que effectivement on a cet effet d'opportunité, mais également le transfert de cette démarche globale d'équipement de la région en PV n'est pas suffisamment soutenu en faveur des zones artificialisées, parking, toiture, tel que nous le préconise le CNPN dans son autosaisine. Donc, pour répondre aux questions que vous avez posées précédemment, par exemple, Karine Saint-Hilaire, est-ce qu'il y a une réflexion en amont pour accompagner les projets vers des espaces déjà artificialisés? Ben, c'est très simple. Le CNPN a fait le calcul de quelle est la surface nécessaire pour atteindre les mégawatts requis par la région dans sa démarche énergie positive, région repose. Eh bien, on a largement assez en équipant nos parkings et nos toitures pour répondre à cette demande. Donc, une fois que cette démonstration est faite, eh bien, nous, on a resserré les verrous vis-à-vis des projets qui nous arrivent en espace naturel et encore plus quand ce sont des espaces protégés. Pour aller aussi dans le sens de vos questions, est-ce qu'il y a une réflexion sur sur quelles sont les surfaces disponibles? Je vous invite à aller visiter le site du cadastre solaire qui fait le recensement de tous les espaces disponibles pour le PV, aussi bien enfin, principalement en surface artificialisée. Et bien sûr, l'argument, au-delà de la démarche d'opportunité foncière, c'est aussi la complexité des dossiers qui s'avèrent être plus difficiles à mener sur des surfaces artificielles, également plus petites qu'un grand espace naturel. J'entends ça, mais j'aimerais que nos instances se saisissent aussi de ce problème en facilitant l'accès à ces espaces artificialisés. Euh, j'ai aussi entendu l'argument du feu. Je vais le mettre en miroir avec la problématique feu en milieu naturel, parce que, enfin, pour moi, c'est pas recevable le fait que le feu soit un, un rédhibitoire par rapport à l'espace artificialisé qui est parking et toiture. On a aussi un problème de la disponibilité du foncier. Là, c'est plus en termes d'espace compensatoire quand on va essayer d'implanter un PV, un projet de PV en milieu naturel. Nous, on rappelle gentiment que normalement, on devrait dans toute démarche, commencer avant même la mise en jeu de l'évitement, la réduction, la compensation, s'assurer d'un potentiel d'espace disponible pour la compensation. Et que cet espace disponible, si possible, ne soit pas fractionné parce que on n'a pas l'équivalent en fonctionnalité écologique sur un espace fractionné que sur un espace entier. Euh, et que ce point-là, il illustre en fait le déficit en espace naturel disponible pour la compensation, sur lequel on va
véritablement trouver une valeur ajoutée à le mettre en compensation. Si c'est pour mettre de la forêt naturelle en bon état en compensation, la valeur ajoutée est nulle et donc ce n'est pas la compensation dans son sens juridique qui est mise en jeu. Donc voilà, il y a des biais sur cette compensation et donc nous, on dénonce le fait qu'on va aller de plus en plus en déficit d'espace à compenser, ou du moins enfin, ça joue aussi en faveur d'aller utiliser des espaces déjà artificialisés pour faire ces projets de photovoltaïque. Euh, au- Sinon, on se met en risque de défaut d'espace compensatoire. Alors, j'ai pris deux exemples de projets pour vous montrer un petit peu comment les choses se jouent. Euh, j'ai vraiment un problème j'ai un bandeau qui me gêne. Mais bon, ici, on est sur le projet, un grand projet de photovoltaïque que l'on a, sur lequel on a planché à Lézignan-la-Cèbe cette année, qui était bien argumenté du point de vue RIPM, qui en fait c'est un deuxième, la deuxième fois qu'on voyait ce projet arriver sous prétexte qu'ils avaient revu la recherche de solutions alternatives. Au final, en regardant le projet de plus près, on s'est rendu compte que effectivement, la recherche avait été cette recherche de solution avait été euh, 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 élargie sur un plus grand nombre de sites, mais la démonstration que ces sites n'étaient pas recevables n'était pas convaincante et restait de toute façon en espace naturel et à l'échelle de l'intercommunal. Nous, ce qu'on demande, bon, vous l'avez compris, c'est de mettre en avant les toitures de bâtiments et les espaces artificialisés, mais qu'on agrandisse aussi cette échelle d'investigation de solutions alternatives pour que on puisse véritablement mesurer les autres opportunités de manière objective. Le fait est que l'état initial, comme l'a présenté Bertrand, de ce site était ancien, n'a pas été suffisamment réactualisé. Donc, un diagnostic sur la naturalité du site reste incomplet et non représentatif de l'actualité. Vous voyez le nombre d'espèces sur lesquelles on s'est retrouvé à plancher d'un point de vue biodiversité. L'argument principal pour le choix de ce site était que c'était un site renaturé, qu'on partait donc d'une friche. Et en fait, on a ce problème sur les friches anciennes qui sont finalement des zones de reconquête de la biodiversité où finalement, au, euh, au bout de quelques années, on voit une biodiversité intéressante qui réapparaît. Euh, et bien sûr, on a ce problème de fragmentation des milieux entraîné par les infrastructures, avec le problème du maintien
des corridors écologiques, tram verte et bleue, et un autre problème qui est la non prise en compte des effets cumulés. Euh, on a rajouté dans notre argumentaire pour ce projet-là qui se situe dans alors je sais plus si c'était l'Aude ou l'Hérault, ben, un problème de risque élevé de feu qui peut être généré par la présence de panneaux photovoltaïques dans une zone naturelle. Euh, il y a une zonation officielle des zones à risque élevé de feu. Et aujourd'hui, je préconise qu'on s'appuie sur ce zonage pour renforcer l'argumentaire, pour éviter les projets dans ces zones-là. Donc, on a fini sur un avis défavorable alors qu'on n'était pas en zone naturelle protégée. Et voilà, mon contre-exemple, c'est l'exemple de PV au sol à Roques-sur-Garonne, où là, on est dans une zone ZPS de la vallée de la Garonne, que je vous ai représenté sur la photo aérienne d'en haut. Vous voyez les sites, la Garonne en vert, classée Natura 2000 comme corridor, et à côté l'espace classé en orange avec le projet de PV proposé en rouge au milieu. On est sur des fluviosols de terrasse de Garonne et en fait, sur un site aujourd'hui utilisé comme stockage de matériaux, donc un site très très dégradé, bien que en zone classée, mais avec toute cette problématique des friches qui, en reconquête, par certains endroits, on a quand même une zone humide et des petits bosquets intéressants et donc quelques espèces protégées. C'est la raison pour laquelle le projet nous est arrivé entre les mains. Là, dans ce cas-là, on a émis un avis favorable parce que le porteur de projet nous a montré qu'il avait, suite aux discussions avec l'Adréal, reconsidéré sa surface de PV en évitant, et c'est la carte du bas, les zones à enjeu de biodiversité, les zones humides et toute la haie autour de cet espace. Euh, il a aussi démontré de son engagement pour la biodiversité en mettant en œuvre la signature d'une ORE sur les espaces qu'il préconise en mesures compensatoires. Voilà, il y avait aussi une discussion sur les OLD, obligations légales de débroussaillement, sur certains de ces sites qui sont, bon, vous savez, enfin, les OLD interviennent également en périphérie de l'ensemble de ces projets photovoltaïques. Nous, ce qu'on préconise, c'est que quand il y a ces projets qui sont concomitants à des ruisseaux ou rivières, on évite le débroussaillement sur cette zone intermédiaire avec la rivière pour que les milieux naturels existants continuent à jouer leur rôle de filtre. Alors, bon, j'avais mis le détail, mais je passe.
Donc, nos arguments CSRPN à l'encontre des projets de PV en espace naturel, c'est que, bien sûr, je rejoins mes collègues, donc la démonstration, on demande une démonstration qui n'est pas encore aboutie dans la majorité des cas d'absence de sites alternatifs à des échelles croissantes, pas simplement à la commune, mais à l'intercommunal, voire à l'échelle du département, en allant bien sûr sur les espaces artificialisés. On dénonce aussi le fait qu'il y a des effets cumulés qui sont difficilement estimables. Et ça, c'est pas simplement pour les porteurs de projets, pour nous aussi, pour évaluer ces effets cumulés, on manque d'outils, mais on commence à y arriver avec des espaces des plateformes de mieux en mieux renseignées. Euh, on revient sur cet effet bilan carbone net qui est une aberration d'un point de vue carbone, bien sûr, d'aller utiliser, couper des forêts et mettre en difficulté des espaces naturels au profit de projets de PV en tant qu'énergie renouvelable. Euh, on demande, enfin, on argumente sur ce bilan carbone aujourd'hui d'un point de vue qualitatif, parce que la démonstration complète incluant les retombées économiques sur toute l'histoire de ces projets en milieu naturel, elle nous manque. Et là, je lance un appel parce qu'on aimerait bien avoir plus d'éléments chiffrés pour mettre en évidence l'aberration de ces projets de PV en milieu naturel d'un point de vue bilan carbone net, mais également économique. On dénonce avec l'aide de l'ADEME le fait que la rentabilité des projets en milieu naturel est retardée dans le temps du fait d'un investissement aussi pour le débroussaillement et de ce bilan carbone, mais tout élément chiffré serait le bienvenu pour véritablement avancer, qui pourrait être décliné en fonction du type de milieu naturel investi. Ça serait vraiment, je pense, un grand pas en avant que d'arriver à faire cette démonstration. Bien sûr, il y a aussi le risque incendie qui grandit et que l'on a commencé à dénoncer avec le projet Lézignan-la-Sèbre, qui s'est avéré être une réalité avec le feu hors norme que l'on a vu cet été, avec euh, je pense, enfin, je voulais expliquer et je vais pas revenir dessus. Et puis, on a cette problématique très présente en Haute-Garonne qui est le PV flottant. Et là, je vois bien toute la recherche qui est mise en œuvre pour démontrer les incidences du PV flottant sur l'écosystème aquatique. Aujourd'hui, ces projets ne sont pas suffisamment avancés pour être en mesure de dénoncer, de mesurer, de quantifier l'incidence sur ce milieu aquatique. Et moi, je jouerais le principe de précaution par rapport à ces PV flottants, sachant que l'on n'a pas les éléments en main pour apprécier véritablement l'incidence sur le long terme. Alors,
bien sûr, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, on freine les projets de PV flottants. Du coup, on n'a pas ce recul en comparant, par exemple, des gravières équipées de PV et des gravières non équipées de PV sur le long terme. Mais la démonstration est en cours quand même. Ben là, c'est le projet. Ça, je vous ai mis une photo vue satellite de l'empreinte du feu hors norme de Ribot 2025. Et oui, bien, effectivement, il faut qu'on réfléchisse à comment réagir à ces projets de PV qui sont déjà dans les tiroirs et pour profiter de cette dégradation. Mais vous avez bien répondu, enfin, vous avez déjà répondu à la question, je passe. Donc, pour finir, les recommandations CSRPN Occitanie, donc éviter toute zone naturelle en faveur des sites déjà artificialisés. On l'a tous dit. Démontrer l'absence de solutions alternatives à l'échelle d'intercommunal, voire du département. Je l'ai développé. Quand les projets et on voit que de toute façon, ils vont être menés à bout. Bien sûr, il y a un travail sur la transparence des clôtures pour la petite faune, mammifère, reptile, en application de la réglementation, en fait, qui demande donc notamment un espace pour le passage sous les clôtures, mais également qui travaille sur la taille de maille des clôtures. Éviter les zones à risque de feu, dimensionner correctement les mesures compensatoires en y incluant le fonctionnel et donc la localisation, en travaillant sur la localisation de ces mesures compensatoires. Euh, et ce qu'on essaye de faire, ça c'est relativement nouveau aussi dans notre démarche CSRPN, pardon, c'est le travail sur les, l'inclusion. J'ai sauté une ligne, je passe aux deux derniers, à la ligne. Rappeler l'obligation de panneaux de PV dans tout autre projet d'aménagement ZAC. Nous, on utilise tous nos autres avis sur des projets d'aménagement pour rappeler l'obligation de mettre du PV sur les surfaces artificialisées, les toitures et les parkings dans les autres projets, voire utiliser les projets de PV en surface artificialisée comme mesure compensatoire pour les projets que l'on voit qui nous arrivent sur d'autres sujets, donc on est bien d'accord, où le dimensionnement des mesures compensatoires n'est pas satisfaisant, peut-être par faute de sites naturels à utiliser en mesure compensatoire. On commence à diversifier les possibilités de compensation et en proposant le PV notamment. Fanny, excuse-moi, je t'interromps, mais il est presque c'est 11 l'heure. heures. Eh On oui. doit arrêter, on devait arrêter à 10h30, mais on avait pris un petit peu retard. Mais là, il faudrait qu'à 11 heures, on puisse clôturer quand Ben, même. je m'arrête là. Je voulais juste rappeler les autosaisines du CSRPN, mais finalement, j'ai tout dit par rapport à ce que je voulais dire. Non, mais je ne vais pas te couper complètement tout de suite maintenant, hein, Non, si tu as mais encore deux, trois éléments, mais voilà, il faudra qu'à voilà. 11 heures, on puisse terminer.
Merci. Voilà, en fait, le CSRPN s'est auto-saisi pour dénoncer des conclusions un peu rapides d'une analyse sur les effets du PV sur la biodiversité dans le cadre d'un projet Enerplan qui rassemblait plusieurs porteurs enfin, énergéticiens en fait, ça aboutit à ce que cette réflexion soit reprise et suive son cours et n'est pas encore conclue aujourd'hui. Et puis, on a émis un avis en soutien de l'avis CNPN que je vous invite vraiment à lire en rappelant à cette occasion que la sobriété énergétique doit être notre objectif premier. Voilà, j'en ai fini. Et je vous remercie de votre attention. Donc, j'arrête le partage et je reviens vers les questions. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées, que j'ai reprises, sur des choses que j'ai reprises, mais bon, finalement, Oui, je disais, mais j'avais le micro coupé qui nous restait du coup. Merci Magali. C'était pile poil. Il nous restait 5 petites minutes pour les questions. C'était super. J'ai dit tout ça, micro fermé. Et Karine avait une intervention. Tu l'as mis dans le chat, Karine, mais n'hésite pas à t'exprimer à l'oral. Elle est partie. oui. Bon, mais c'est vrai qu'entre tout, du coup, il y a eu pas mal de questions avant et tu as repris certains éléments et je pense que les éléments sont clairs pour tout le monde maintenant. De toute façon, j'ai envoyé l'ensemble des présentations dans le mail avec l'ensemble des contacts et des contacts des intervenants également si vous voulez reprendre contact ensuite pour prolonger les échanges. Donc, merci beaucoup Magali. Je remercie aussi nos 2 autres intervenants mais qui ont dû nous quitter un petit peu plus tôt. Merci à tous les participants, tous les gestionnaires qui étaient présents aujourd'hui. On voit que le sujet se suscite pas mal de questions et qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur le sujet. Merci à tous, bonne fin de journée et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci à tous, au Et revoir. bon courage de votre côté. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne Au fin de revoir. journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.